Moi, je pense que je fais partie d'une génération qui a beaucoup entendu. C'est formidable de travailler avec les femmes parce qu'elles travaillent bien et vite et beaucoup. Voilà, c'était, semble-t-il, un signe distinctif. Je ne sais pas ce qu'il faut déduire des hommes. Je pense que ça a beaucoup reposé sur mon travail, à la fois sur ma curiosité et dans le même temps, en fait, sur le fait que, au fond, pendant longtemps, sans le savoir, sans m'en rendre compte, mais je creuse le même sillon depuis longtemps, sous des formes différentes, dans des médias différents, dans des structures différentes, mais qu'en fait, j'ai une forme de concentration de mes convictions ou de ma vocation, et c'est probablement ça qui a fait que, plus quand même un changement d'époque, c'est-à-dire il y a eu pendant longtemps au fond, diriger France Culture, c'était beaucoup un travail d'incarnation et de représentation. Je pense que pour France Culture, y compris en raison de son succès, mais pas uniquement, on s'est rendu compte que c'était juste un travail, quoi. Et donc, on pouvait pas avoir des gens qui représentent puis des gens qui travaillent derrière. C'est aussi un travail, c'est énormément de travail. Puis j'ai sans doute eu de la chance. Moi, j'ai une formation d'historienne. Je considérais qu'il n'y avait rien de plus noble que l'université. Je me suis empressé de faire autrement que ce que je pensais et me laisser entraîner vers une pente qui me semblait, à l'époque, pourtant la pente de la facilité, qui était celle du journalisme, mais qui était quand même très séduisante. J'ai travaillé très tôt dans le monde des médias de la culture. Toutes mes premières piges, les premières années, c'est pour les pages livres du Monde. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire, à publier des livres, pas mal sur la question des femmes notamment, mais pas uniquement. Et puis je suis rentrée à France 3 pour devenir rédactrice en chef d'une émission qui existait à l'époque, qui vient de s'arrêter, mais qui était une émission quotidienne littéraire, dont j'ai été la rédactrice en chef, la productrice. Puis quand France 3 a décidé de s'ouvrir au champ des idées et a créé une émission en 2006 qui s'appelait Ce soir ou jamais, j'en suis devenue conseillère éditoriale, puis rédactrice en chef adjointe en charge des plateaux. Dans le même temps, j'ai touché un peu à tout. J'ai écrit des scénarios, j'ai écrit des documentaires, tourné du documentaire, j'ai écrit de la fiction, tourné des fictions, continué à écrire des livres. J'avais le sentiment qu'il fallait réunir des bouts de moi que je n'arrivais pas à rassembler uniquement dans une identité professionnelle. En 2009, j'ai quitté France Télévisions, je suis allée travailler à France 24 comme rédactrice en chef, en charge de la culture, des idées, des débats, des grands entretiens, et c'est là qu'on est venu me chercher pour France Culture. Et puis voilà, au fil de tout ça, j'ai continué à écrire, j'ai toujours continué à essayer de faire de ma vie professionnelle ce qui était ma vie personnelle en réalité. Donc en fait, tout ça se ressemble beaucoup, et c'est une chance quand on réussit à faire coïncider ce que sont voilà, des passions et une vie professionnelle. Je pense que j'aurais pu faire une magnifique carrière de numéro 2. C'était comme ça que ça se passait pendant longtemps, parce que je travaillais beaucoup et sans doute vite et plutôt pas mal, puisque c'était les hommes qui étaient essentiellement au pouvoir, mais pas uniquement. J'ai connu ça avec des femmes aussi. Il me semble qu'on vous aidait pas beaucoup précisément à évoluer parce qu'on était très content que vous soyez à la place où vous étiez. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai été confronté de la part d'hommes pas mal, mais de femmes aussi, à une forme de sexisme ordinaire, c'est-à-dire de sexisme qui aurait été effaré de s'entendre qualifier de sexisme, y compris de la part de patronnes soi-disant féministes. Alors du côté des hommes, le sexisme ordinaire, c'était ces choses très banales qui consistaient à être obligé de se battre comme un beau diable pour dire un mot en réunion, pour éliminer de manière un peu définitive les condescendances, quoi. Elle est bonne la petite quand même, c'est bien ce qu'elle a fait, quoi. Donc beaucoup de sexisme ordinaire, je pense, comme toutes les femmes de ma génération. Après, je sais aussi me défendre, donc assez peu de sexisme brutal. J'ai eu cette chance-là aussi, où peut-être voilà, j'y ai suffisamment résisté par avance pour qu'il se déporte sur d'autres. Ouais, il y a la parité à la direction de France Culture. En fait, il y a des questions de parité, de quotas, de nombre, etc. Moi, j'y suis évidemment très très sensible, étant de ce point de vue-là une militante très convaincue et de longue date. Mais il ne s'agit pas uniquement de penser avec la parité, il s'agit aussi de penser avec l'organisation des postes qui sont attribués aux uns et aux autres.
Par exemple, ça fait longtemps que dans beaucoup d'organisations, les postes de direction de ressources humaines, de direction budgétaire sont occupés par des femmes, beaucoup. Et c'est très bien comme ça. L'enjeu, je pense, sur ma génération, c'était plutôt de réussir à faire accéder des femmes à des postes de responsabilité éditoriale, par exemple. C'est-à-dire, en fait, il manquait, et il manque toujours, de mon point de vue, il manquait des femmes là où était le cœur des activités. Et c'était vrai dans toutes sortes de domaines, y compris les nôtres. Alors, chez nous, ce qui est valorisé au cœur de l'organisation, c'est l'éditorial. C'est donc là qu'il faut regarder. Et puis, on change pas les choses en quelques minutes parce que, bon, pour cette raison évidente que les hommes qui étaient là, ils sont là aussi. Voilà, mais aujourd'hui, il y a effectivement, alors attendez, est-elle parfaite, cette parité 3-4, 3-4, ouais, et une, ouais. Donc, il y a une femme de plus parce qu'il y a moi. Cette question de l'égalité, en fait, elle concerne le groupe, enfin l'entreprise, et l'entreprise, c'est Radio France. Tout ce qui concerne les règles en vigueur, elles valent pour toutes les entités du groupe, donc toutes les antennes et tous les services transversaux, etc. Il n'y a pas, heureusement, une politique par antenne, etc. Sur les émissions dédiées, en tant que telles, j'ai beaucoup œuvré à ce qu'il n'y en ait pas. Alors pourquoi? La société a évolué, que nous avons tous évolué, je m'en lamente pas, au contraire, j'en suis plutôt satisfaite, et il m'a semblé à un moment qu'il était temps que les problématiques qui touchent à l'égalité homme-femme soient des sujets pour tout le monde, du matin jusqu'au soir, dans les émissions culturelles comme dans les émissions sociétales, dans les journaux d'information comme dans la matinale. Et il me semblait que concentrer ces sujets-là sur une seule émission, c'était doublement dommageable. On prend toujours le risque dans ces cas-là de ne convaincre que les convaincus, ça c'est la première chose. Je pense qu'à une époque c'était nécessaire et c'était révolutionnaire, soyons très clairs, mais dans les années 2010, je pense que ça ne l'était plus. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est faire aussi que chacun, d'une certaine façon, se débarrasse du sujet, puisqu'il est traité dans une case spécifique. Donc j'ai plutôt souhaité ne pas le faire pour ma part, pour ces raisons-là. En revanche, on voit que la nouvelle génération, et du reste les nouveaux médias que sont les podcasts, les studios indépendants, etc., ont beaucoup investi le terrain du genre. Je ne sais pas s'ils parlent de l'égalité homme-femme, mais c'est sûr qu'ils parlent des femmes, en tout cas, du féminin et du masculin, etc. Nous avons, et ça fait longtemps, un des podcasts, je crois, qui marche le mieux à Arte Radio, est fait par une femme qui s'appelle Charlotte Bien-Aimée, qui a commencé par faire 3 grandes traversées que je lui avais commandées dans les années 2000, je sais pas quoi, 13, 14, 15, sur des sujets liés à l'égalité femmes-hommes en France, à l'étranger, dans le monde arabe. Et donc, on a toujours eu des grands programmes qui, dans une grille généraliste, étaient consacrés au sujet. Et donc, c'est toujours vrai. Et là, on vient de publier, il y a quoi, un mois maintenant, un mois et demi, un podcast en 8 épisodes qui s'appelle Laisse parler les femmes, qui est fait par 4 collaboratrices de l'antenne, et qui est d'abord, je crois, très réussi parce que justement, il emmène la parole des femmes sur d'autres sujets que simplement la question du genre et de l'intime et du féminin, numéro 1. Et numéro 2, en fait, dans le cœur du projet, et il ne faut pas le leur dire, ce qui a fait que j'ai voulu que le projet se fasse, c'était L4 en fait. C'est-à-dire d'avoir 4 jeunes femmes qui sont dans les équipes, qui travaillent pour des productrices ou des producteurs d'émissions, et qui avaient le culot de vouloir tenter un truc qu'on n'avait jamais fait. De mettre en action ou en œuvre mes convictions, ça passe autant par le fait de faire confiance à 4 jeunes collaboratrices de 28 ans qui n'ont jamais fait de radio, que d'avoir un comité de direction paritaire en fait. Et ça, je me souviens bien que j'aurais bien aimé, il y a 30 ans, que les femmes qui étaient en situation nous laissent, à nous, nouvelle génération, plus de liberté qu'elles nous en ont laissé. Je les trouve vives et intelligentes et culottées, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce projet. Et d'ailleurs, elles vont, je viens de le leur dire, mais elles m'ont proposé de faire une deuxième saison qui s'appellera Fais parler les hommes, et je vais les faire repartir à l'assaut de tout ça, quoi.
Je pense à la fois que les choses bougent et en même temps, évidemment, qu'elles restent toujours d'actualité. De façon générale, à la fois la société change tout le temps et en même temps, elle est en boucle. Les sujets se transforment, mais les sujets de fond qui ont trait à l'organisation de l'espèce humaine, d'une certaine façon, ceux-là, il reste des sujets invariants. Et même si, une fois encore, je pense on est loin d'être dans la même situation qu'il y a 20 ou 30 ans, et même d'il y a 5 ans. Hein. Aujourd'hui, sur 6 patrons de l'audiovisuel public, 4 sont des femmes. Dans la mandature d'avant, il n'y en avait pas une. Aujourd'hui, on est à parité sur les directions de chaîne à Radio France. Quand je suis arrivé à Radio France en 2010, il n'y avait que des hommes directeurs de chaîne et quasiment que des femmes en numéro 2. Donc quand même, les choses bougent. Je crois à la vocation performative de notre présence sur des postes de direction, non pas que l'on soit meilleur ou je sais pas quoi, encore que je préférerais quand même être si possible meilleur, mais en tout cas, je pense évidemment que ça sert de modèle et que ça donne l'idée que tout ça est possible et ce dont nous avons moins bénéficié, nous. Après, oui, j'ai bien vu que la crise du Covid, par exemple, a reperturbé pas mal la question de la présence des femmes sur les antennes. Je vois pas comment on pourrait s'en étonner une seule seconde. On a vu tous les chiffres qui sont sortis sur le mauvais partage des tâches ménagères. Moi, la semaine prochaine, il y a quelques hommes que je remplace parce qu'ils gardent des enfants qui n'auront pas école, etc., etc. Enfin, il y a quand même plus de femmes qui m'ont fait cette demande que d'hommes et donc ça va bien s'entendre à l'antenne, hein. Forcément. Donc, je n'en suis pas très étonné. Ça veut dire aussi quand même que ce sont des femmes, entre guillemets, de jeunes, c'est-à-dire moins de 50 ans, qui ont fini par accéder à l'antenne, en particulier sur une antenne comme ça, très valorisée éditorialement comme la nôtre, puisque c'est bien parce qu'elles ont des enfants qu'elles étaient moins à l'antenne. Ce qui veut dire que voilà qu'on a aussi renouvelé et ouvert, pardon, l'expertise et la présence des femmes dans l'expertise. Je note par exemple, et c'est pas du quantitatif, mais c'est du qualitatif et c'est important, que dans cette crise, par exemple, on a vu apparaître la parole des femmes médecins. On en connaissait deux, trois. Hein. Il y avait Irène Frachon qui avait révélé le scandale du Mediator. Il y avait Madame Barré-Sinoussi qui avait eu le Nobel. Puis il y avait Catherine Vidal qui était spécialiste du cerveau et des femmes. Mais quand même, sur les questions scientifiques, on était encore très masculin. Et ben, je trouve que cette crise a révélé quand même la présence très forte des femmes dans la période. Donc voilà, pas très étonné de ce retour en arrière. Il faut tous, moi compris, qu'on redouble de volontarisme pour réinverser la tendance. Écoutez, oui, nous en parlerons et je pense bien que nous le ferons. Je suis, alors c'est drôle parce que régulièrement, je suis prise à partie sur les réseaux sociaux parce que, en particulier dans une de nos émissions, Les Pieds sur Terre, il y a de temps en temps des portraits de femmes qui ont choisi des formes de prostitution, en tout cas qui le disent comme ça. Et donc, immédiatement après la diffusion, et à juste titre, hein, voilà, même si heureusement le principe, c'est quand même un principe d'indépendance intellectuelle des producteurs et de responsabilité des producteurs. Mais bon, je suis prise à partie sur ce sujet-là, ce qui me fait toujours particulièrement du chagrin parce que sur ce sujet, je suis terriblement old school. Je le dis comme ça, avec de l'humour exprès. En 1986, avec Christine Ockrent, nous avons édité un gros livre de 1000 pages qui s'appelait Le livre noir de la condition des femmes dans le monde. On a fait travailler énormément de chercheuses et de chercheurs partout dans le monde sur tous les sujets qui ont trait à l'inégalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Il était évidemment beaucoup question aussi de prostitution, évidemment de violence contre les femmes, évidemment des questions d'autonomie financière qui sont quand même une des clés majeures de tous ces sujets-là. Et oui, je ne suis pas porté à être très libéral dans ce domaine. Je pense à titre tout à fait individuel, ce qui ne m'empêche pas de laisser évidemment le débat avoir lieu et laisser s'exprimer d'autres opinions, heureusement, sur l'antenne de France Culture, mais je pense à titre individuel que la prostitution est une violence majeure faite
essentiellement aux femmes, mais aussi à des hommes. Je n'arrive pas à adhérer à l'idée que ça puisse être dans la globalité autre chose que ça. Je veux dire, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais enfin, quand même, c'est avant tout une condition qui n'est pas choisie et que je ne souhaite à personne. Je pense qu'il faut aussi entendre tous les points de vue sur ces sujets comme sur d'autres, mais voilà, à titre personnel, je pense que c'est fichu, je ne changerai pas d'avis.